Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Bravo à celles et ceux qui font un véritable marathon et qui nous supportent depuis quelque temps. Alors, le temps que je retrouve... c'est ça, on parlait de technologie, moi aussi j'ai un truc comme ça, puis d'un seul coup, tout a sauté là. Alors, rappelez-moi le thème. La chasse au biais cognitif, compétences nécessaires aux fausses bonnes idées. Voilà, on a chassé les œufs dimanche dernier, on va partir à la chasse au biais cognitif. Merci de réserver un accueil de star à Charlotte Barbier, doctorante et vulgarisatrice, dont la thèse porte sur la notion d'esprit critique en éducation et elle traite des sciences sociales sur YouTube avec sa chaîne Les Langues de Chat. Albert Bouquébert, qu'on applaudit aussi, psychologue clinicien, docteur en neurosciences et cofondateur de Chiasma. Et enfin Pascal Wagner-Egger, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Fribourg et auteur de Le bruit de la conspiration, psychologie des croyances aux théories du complot. Merci tous les trois d'être là. Qui vient le plus loin, c'est vous, non Pascal, la Suisse, hein, la Suisse. C'était comment d'ailleurs? Vous voulez qu'on en parle? Vous avez dit c'est cool, je vais dans le sud-ouest de la France, il va faire beau. Oui, c'est ça, c'est les 2-3 jours par année où la météo est inversée. C'est ça. On dit, mais je me crois chez moi, c'est un peu triste, il n'y a pas les montagnes en plus. Merci d'être là. On va commencer, on a découpé finalement cette intervention en 4 temps, grâce à la complicité de Charlotte Barbier. On va commencer par définir ce qu'on entend par biais cognitif. Et donc ça tombe sur vous, Charlotte. De quoi on parle quand on parle de biais cognitif? Alors, je pense que là... D'abord, il faut dire cognitif ou cognitif? Je pense que du coup, là, cette première question, c'est pas à moi d'y répondre. Ah oui, ouais. Bien sûr. Et oui, parce que justement, l'intérêt, c'était aussi qu'on ait des expertises un petit peu croisées sur cette question. Moi, je suis plutôt sur des recherches en éducation, notamment dans le cadre scolaire. Vous avez été très poli de me dire, mais tu dis n'importe quoi, mec, c'est pas moi qui vais commencer. Mais... Et voilà. C'est beau, vous l'avez bien emmené. Alors, Albert ou Pascal? Albert, ça tombe sur vous. Ok, bonsoir à tous. Bien dans le micro, je vous le collez comme moi. Là, puis, je le colle. Je vous entends bien comme ça. Donc les biais cognitifs, c'est quoi? Peut-être le plus simple pour expliquer les biais cognitifs, c'est d'expliquer un peu le fonctionnement de notre cognition très vite. En gros, notre cerveau est en train de faire plein d'opérations, mais principalement on essaye de prédire et de s'adapter. Et on a besoin de faire ça d'une manière efficiente. Donc on utilise ce qu'on appelle des heuristiques, c'est des sortes d'approximations qui marchent relativement bien. Et dans certains contextes, quand ces approximations ne sont pas top pour plusieurs raisons, soit on n'a pas accès à toutes les informations, soit on a des a priori très forts sur quelque chose, soit on ne se souvient pas de tout, etc. Ça peut dévier, et on appelle ça des biais cognitifs. Je dirais ça de manière la plus... Pascal, est-ce que vous validez cette définition? Oui, tout à fait. Après, il y a une définition encore plus technique, c'est le biais cognitif lui-même, parce qu'il y a heuristique et biais, mais le biais, c'est aussi une réponse qu'on considère comme fausse par rapport à une théorie normative qui nous donne une bonne réponse considérée comme correcte. D'où des fois le problème de savoir quelle théorie est normative et quelle est la réponse correcte dans une tâche de raisonnement. Et ce concept en particulier, il vient d'où? Alors c'est dans les années 70, puisque il y a des Belges dans la salle. donc Kahneman et Tversky ont proposé justement ce courant des heuristiques et biais. Et en parallèle, en psychologie du raisonnement logique, Wason, Johnson Laird en Angleterre ont aussi parlé du biais de confirmation. Enfin, ils ne l'ont pas appelé comme ça, mais c'était les premières recherches sur ces biais. Et pourquoi on fait un rapport entre les biais cognitifs et l'esprit critique? Pourquoi on est là finalement? Alors justement, c'est une question qui n'est pas facile, dont on ne peut pas répondre très explicitement dans la recherche, parce que les biais cognitifs sont souvent utilisés dans la vulgarisation scientifique autour des thématiques de l'esprit critique, mais aussi par des médiateurs, comme l'un des concepts à maîtriser, comme si l'identification de nos biais cognitifs serait un peu l'alpha et l'oméga pour faire preuve d'esprit critique. Mais malheureusement, en fait, déjà, c'est des champs de recherche qui communiquent pas très bien. En fait, on a tout un champ de recherche sur l'éducation à l'esprit critique, qui puise dans la philosophie de l'éducation notamment, un petit peu en psychologie de l'éducation, mais qui communique pas très bien avec tout ce domaine des biais cognitifs. Donc, d'un point de vue conceptuel, c'est pas très très clair de comment est-ce que ça s'articule, etc. Et puis, parce que sur le papier, ça semblait séduisant de s'en servir pour les. C'est ça. Ça explique magiquement plein de choses. En fait, ça peut être intéressant justement quand on parle des erreurs, c'est que, comme disait Pascal, c'est aussi cette question de la déviation par rapport à une norme, par rapport à une bonne solution. Mais ce qui est compliqué, c'est que faire preuve d'esprit critique,
c'est pas toujours trouver la bonne solution parce qu'il y a des problèmes où il n'y a pas qu'une seule bonne solution. En fait, en général, une définition de l'esprit critique qui revient très souvent et qui est un peu générale, c'est celle de Robert Ennis, qui va considérer que, lui, il parle plutôt de pensée critique, c'est une pensée qui est raisonnable et réflexive, qui vise à prendre une décision sur ce qu'on doit croire ou ce qu'on doit faire. Et donc, par exemple, dans un système complexe comme le réchauffement climatique, il n'y a pas une seule bonne réponse de qu'est-ce qu'on doit faire. Donc même si on a réussi à identifier les biais, même si on arrive à éliminer tous les biais, ça ne nous dira pas quelle est la bonne solution. L'intérêt pour les chercheurs de connaître, identifier les biais cognitifs, c'est quoi? Alors pour les chercheurs, en fait, différentes situations ont différents biais. Par exemple, il y a certains biais qu'on a besoin de connaître pour pouvoir développer un protocole expérimental qui puisse répondre de manière convenable aux hypothèses qu'on se pose. Donc c'est une condition qui peut être parfois utile, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, mais c'est comme un peu connaître les règles statistiques de quelle est la taille d'un échantillon pour que je puisse affirmer avec une marge d'erreur acceptable si mon hypothèse peut être acceptée ou rejetée, par exemple. Donc c'est très différent. Par exemple, moi j'ai contribué à un article sur les biais cognitifs dans la prise de décision médicale, où dans ce cas-là, donc en fait ça dépend du sujet. Dans certains sujets, connaître les biais, ça peut être utile pour pouvoir réfléchir et justement ne pas s'écarter d'une réponse normative où je veux faire une opération, où je veux faire un diagnostic d'un patient. C'est pour ça qu'une grande partie de l'utilité de ces biais nous viennent souvent de recherche en médecine, mais dans d'autres sujets, par exemple les sujets qu'on appelle les sujets socio-scientifiques, comme par exemple le réchauffement climatique ou je sais pas, les OGM ou des choses comme ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a aussi derrière les préférences de la personne. Par exemple, connaître les biais ne va pas nécessairement m'aider à savoir si je suis pour ou contre la peine de mort, qui est un sujet beaucoup plus moral, où c'est plus compliqué. Donc, Vous dire que dans le champ de la science, il y a une efficience supérieure? Je dirais pas dans la science dure. Déjà, la science dure, science molle, c'est une division qui est très franco-française, on va dire, mais c'est un peu plus compliqué. Non, ça dépend vraiment de notre sujet d'étude. Si je suis, par exemple, deux chercheurs qui recherchent, je sais pas, sur le réchauffement climatique, peuvent tous les deux ne pas être biaisés et avoir des solutions qui arrivent à deux solutions différentes, parce qu'ils ont un cadre de comment traiter le sujet, parce que c'est un sujet socio-scientifique, donc il est ancré dans une société avec des valeurs. Donc ça ne doit jamais être pris seul. Oui, c'est clair. Il y a tout un ensemble systémique. En tout cas, je parle sous le contrôle de Charlotte que dans les recherches sur l'éducation à l'esprit critique, dans certains cas, les biais cognitifs ou en tout cas les capacités argumentatives peuvent être utiles, mais quasiment jamais suffisantes. Oui. Pascal? Alors oui, moi je dirais que aussi les biais cognitifs, c'est un outil parmi plein d'autres. Hein. Justement, comme disait Charlotte, l'esprit critique, il y a d'autres choses, il y a des motivations, il y a d'autres éléments qui font qu'on peut avoir ou des éléments de langage, d'argumentation, etc. Mais en psychologie, en tout cas, on a remarqué que ces biais cognitifs qui ont été très critiqués au début, après Kahneman et Tversky et Wesson, il y a eu des débats assez forts sur certaines tâches utilisées pour les mesurer. Et en partie à raison, mais depuis les années 2010, en fait, il y a eu d'abord les travaux de Stanovich et collègues qui montrent que en fait, toutes ces tâches de biais cognitifs sont corrélées. Et ça donne une espèce de quelque part une réalité à ces tâches, parce qu'on ne peut plus dire que c'est des artefacts de laboratoire, parce que parfois on a dit c'est des tâches bizarres, on pose des questions inhabituelles, donc les gens se trompent, c'est normal. Mais là, le fait qu'il y ait eu ces corrélations fortes avec toutes sortes de croyances, c'est ça, je dirais, le plus intéressant dans les recherches de ces 10 dernières années. On a trouvé à peu près dans tous les domaines des croyances, donc les croyances conspirationnistes, les croyances paranormales, les croyances religieuses, les croyances, la réceptivité au bullshit, la réceptivité aux fake news, tout ça a été alors plus ou moins fortement lié à cet ensemble de cette pensée de type rationnel. Et il y a même une batterie de tests développée par Stanovich et collègues où on mesure la pensée rationnelle avec ces différents biais ou ces différentes heuristiques et les croyances aussi. Donc eux ont aussi accumulé plein de données. Donc je dirais que c'est ça l'intérêt, c'est que ça semble jouer un rôle dans les croyances et on a pu le voir dans la pandémie, hein, c'est-à-dire que les raisonnements anti-vaccins, typiquement le biais de corrélation illusoire, hein, c'est le plus connu qui est
qui corrèle avec qui explique plein de croyances complotistes ou paranormales. Donc complotiste, eh bien, le virus vient de Chine, la 5G vient de Chine, donc il y aurait un lien entre la 5G et le vaccin. Ou la lune est pleine, j'arrive pas à dormir, ça se répète quelques fois et hop, je fais un lien entre ça et ça. Alors, donc ce biais-là est très facile en fait, à mesurer et il explique aussi certaines croyances. Donc je dirais ça c'est quelque chose d'assez utile à connaître, parce qu'après on peut se dire attention, hein, les gens quand ils entendent parler de ce biais par exemple, tout le monde se dit mais c'est vrai qu'on croit très vite et trop vite, puisque les milliards d'êtres humains ont cru à des millions de choses fausses depuis la nuit des temps, donc ça peut nous aider peut-être quelque part à améliorer notre pensée. Donc on a vu que ça pouvait avoir un intérêt pour les chercheurs, un intérêt dans la médecine, dans le cadre thérapeutique, pour les individus dans leur vie quotidienne. Oui, en fait, c'est un peu ce qu'on essaye de faire en éducation. Si on essaye de faire de l'éducation à l'esprit critique dans le cadre scolaire ou ailleurs, c'est bien parce qu'on a l'espoir que ça puisse ensuite, en tout cas, être mobilisable dans d'autres contextes. Et donc, ça peut avoir certaines vertus, notamment si on les voit. Par exemple, il y a des recherches qui préfèrent parler des heuristiques plutôt qu'en termes de biais, en disant l'heuristique plutôt comme une stratégie, enfin un raccourci dans la pensée, mais qui, dans pas mal de contextes, peut être correct. Et notamment, il y a par exemple des études qui font le lien avec l'éducation aux médias et à l'information, en se disant, mais tiens, ça peut être intéressant de partir des pratiques réelles des personnes, comprendre leurs heuristiques, en fait, et essayer de les faire expliciter, en disant, oui, en fait, pourquoi est-ce que j'accorde de la crédibilité à telle information, à tel site internet, pour ensuite voir les limites de ces heuristiques, et en quelque sorte essayer de créer une forme de vigilance en se disant, ok, j'ai identifié dans quel cadre je peux utiliser tel raisonnement et dans quel cadre il fonctionne, et voir quelle est aussi sa limite. Mais on reste là pour le coup sur des recherches qui essayent de faire des liens qui sont encore assez théoriques, qui n'ont pas forcément été bien testés d'un point de vue empirique sur les personnes pour voir si l'impact fonctionnait et si ça restait sur le long terme. Mais on a aussi un intérêt qui peut être de mettre en place des outils, de dire connaître certains biais, ça peut aussi... essayer de s'en prémunir juste avec la force de son esprit, ça peut être un peu compliqué, alors que mettre en place des procédures, des stratégies, des outils, ça peut être utile, notamment dans le cadre médical, dans tout ce qui est formation des médecins, des infirmiers, des infirmières. On peut utiliser des checklists pour être sûr qu'on n'oublie pas certaines étapes, utiliser des arbres décisionnels parce qu'on sait qu'il y a des biais dans le raisonnement qui font qu'on va oublier certains éléments, et de se dire, si on a cette procédure, on va pouvoir un petit peu s'en prémunir, utiliser en fait les outils. Et voilà, c'est la connaissance des biais qui permet de créer les outils qui vont permettre de les dépasser. Et il y a même encore d'autres idées, par exemple dans le recrutement, sur les CV. On sait qu'il peut y avoir pas mal de biais qui peuvent rentrer en compte, par exemple, selon les stéréotypes qu'on peut avoir. Et donc on se dit, un moyen de s'en prémunir, plutôt que de simplement se dire faites attention à vos biais, serait de simplement rendre les CV anonymes. Et donc avoir identifié ces biais, ça permet de trouver des moyens de les contourner. On peut avoir l'impression dans ce que vous décrivez que ça peut être un peu l'alpha et l'oméga pour accompagner l'esprit critique. Pourtant, vous semblez dire que c'est un outil qui a une pluralité d'approches et qu'il faut l'utiliser comme tel dans sa palette d'outils, pas uniquement comme ça en disant voilà, c'est ça qui va nous sortir de l'ornière. Oui, c'est exactement ça en fait, de dire c'est un type de connaissance, un type de notion qui est utile dans certains contextes, pas dans d'autres. Et c'est aussi ça qui peut être intéressant de savoir dans quel contexte on se retrouve à avoir... est-ce que certains biais vont s'exprimer et vont avoir des conséquences négatives. Parce qu'il y a aussi parfois des biais qui peuvent avoir des conséquences finalement plutôt positives. Là, pour le coup, je voyais ça plutôt en contexte d'argumentation. Par exemple, ils prenaient un biais qui s'appelle le My Side Bias, donc je ne sais pas comment il est traduit en français, qui est en fait cette tendance à essayer de plutôt trouver les arguments qui vont dans notre sens, dans le sens de la position qu'on essaye de défendre. Et donc en fait, si on essaie de faire preuve d'esprit critique de façon solitaire, on peut dire que c'est un peu embêtant parce que du coup, on va moins penser aux autres arguments, etc. Mais en fait, dans un contexte de groupe, ça devient très intéressant parce que comme on est motivé à défendre cette position, en fait, on va essayer de développer des arguments les plus solides possibles, et essayer d'aller chercher des données, etc. Et comme on est en groupe et que les autres n'ont pas forcément la même position, eux aussi vont essayer de trouver leurs meilleurs arguments, et on va essayer de trouver les meilleurs contre-arguments. Et en fait, ça peut permettre, d'un point de vue plus collectif, dans le dialogue, d'amener finalement un esprit critique plus développé. Donc en fonction du contexte, ça peut être limité, ou alors au contraire un super outil. Oui. Très bien.
Là, on a le point de vue. Alors, vous, c'est les sciences de l'éducation. Comment on peut appeler votre. Ouais, c'est ça. C'est un champ de recherche interdisciplinaire qui s'appelle les sciences de l'éducation. Et vous, messieurs, vous êtes plus. Alors, je ne fais pas ce distinguo entre les sciences, hein, c'est mal. Il ne faut pas le faire. Hein. C'est en gros l'ambition des sciences cognitives, c'était d'être transdisciplinaire. Il y a un article très connu d'un chercheur qui s'appelle Nunez qui dit que ça porte pas encore les fruits de sa promesse. Mais on essaye, on a besoin de transdisciplinarité plus. Mais moi, par exemple, dans les sciences cognitives, on rejoint un peu ce que disait Charlotte, mais il y a aussi tout un pan, par exemple, je sais pas, dans la cognition sociale, où les biais sont utiles parce que ça permet la cohésion sociale. J'ai besoin d'un peu de mauvaise foi pour me dire que mes potes sont meilleurs que les potes des autres. Donc tout dépend que pour avoir un lien avec ma fille qui n'est pas la même chose que le lien avec la fille du voisin, donc de me rappeler plus les choses positives, etc. Donc tout dépend encore une fois de cette rencontre entre le fonctionnement de mon cerveau, parce qu'on parle là des biais comme si c'est quelque chose de désincarné, mais c'est une sorte de propriété Oui, de notre c'est vrai. cerveau. Peut-être on devrait illustrer et dire que ça prend cher dans c'est consubstantiel à l'humain. Oui, c'est pour ça que la définition que j'ai donnée au début, c'est qu'on a des ressources limitées et il faut qu'on fonctionne. Donc pour des raisons d'efficience, on va parfois se gourer. Et on sait pas vraiment, on pense pas que c'est possible de ne pas avoir de biais, genre de manière avec la volonté de mon esprit, de me dire genre. Mais est-ce que ce serait une utilité, une optimisation particulière de ne pas avoir de biais aussi? C'est une sorte d'expérience de pensée. Mais oui, je pense oui, pas non, c'est théorique. Je pense pas que ça soit possible en fait. C'est comme si, est-ce que ce serait utile d'avoir une mémoire parfaite? Ça dépend. Genre non, moi j'aime bien oublier et j'aimerais bien. Non, certains philosophes ou Heidegger vous disent que non, sinon on devient fou. Ce serait un peu l'enfer et je pense que ne pas avoir de biais serait, en tout cas, je serais vraiment chiant avec tout le monde autour de moi. Ce qui peut être déjà le cas, parce que vous avez un biais d'imaginer que vous n'êtes pas chiant avec tout le monde. Que les gens tolèrent très très bien. J'espère que je le suis pas. Donc ça c'est un biais, c'est le biais du faux consensus. Ce que je crois tout le monde le partage. Mais c'est un peu ça. Mais on va devenir dingo là. C'est là le serpent qui se et c'est là où on revient. Par exemple les études corrélationnelles, etc. Il y a un chercheur qui s'appelle Gordon Pennycook qui travaille beaucoup sur ces sujets et qui se questionne est-ce que les biais sont des causes ou des conséquences. C'est-à-dire est-ce que moi j'ai une croyance. Par exemple je pense que cette bouteille d'eau est super et donc mes biais vont s'activer parce que le mot biais veut dire déviation, mais on peut aussi définir le mot biais comme moyen de. Et est-ce que moi j'ai une croyance que cette eau est mauvaise et du coup je vais utiliser les biais pour me convaincre qu'elle est mauvaise, ou est-ce que c'est parce que j'ai des biais que je vais avoir une croyance par exemple complotiste? Et ces liens de cause et de conséquence sont encore un peu compliqués parce que quand on fait des études de corrélation écologique, il faut après les placer dans des modèles théoriques et ça c'est pas encore on n'est pas encore vraiment au point sur tout ça. Par exemple Gordon Pennycook il a un article alors que c'est quelqu'un qui travaille sur les biais cognitifs et qui des défends et qui s'appelle Lazy Not Biased, que par exemple certaines croyances ne sont pas biaisées, elles sont juste flemmardes, que c'est de la flemmardise. Et dans cet article, par exemple, il montre que certaines personnes, quand on leur demande d'être un peu plus vigilants, de faire cet effort cognitif, ils sont plus que capables d'évaluer la pertinence d'une nouvelle, même d'une information, même quand cette information va dans leur sens. Parce que souvent, on a aussi un truc qu'on appelle le raisonnement motivé. Le raisonnement motivé, c'est quand je vais aller chercher les informations qui vont dans mon sens. Et dans cet article de Gordon Pennycook, et on peut trouver un autre article de Gordon Pennycook qui dit le contraire, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup dans le domaine et qui est assez prolifique dans ses publications. Et du coup, dans ce truc, il dit en fait le raisonnement motivé n'est pas étayé par les biais comme j'ai pu peut-être moi-même le dire, lui, parce qu'il y a aussi ce côté de flemmardise intellectuelle, de est-ce que je vais vérifier et faire un fact-checking si je vois un article qui dit que, je sais pas, Ribéry a mangé un steak à 3000 balles à Dubaï. Alors, est-ce que c'est vraiment important? Donc non, je vais le partager avec mes potes sur WhatsApp et que c'est pas un truc de biais cognitif, c'est un truc de flemmardise intellectuelle, alors qu'il y a d'autres articles. Et donc ces liens de cause et de conséquence, c'est très difficile de les déceler juste avec des corrélations. Donc on peut dire une personne complotiste va avoir plus de biais, mais après on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est parce qu'elle a des biais qu'elle est complotiste? Est-ce qu'elle est complotiste parce que c'est un milieu social? Est-ce que et ces liens, on les étudie, on les mesure. Il y a beaucoup de paramètres et en plus qui interagissent. Qu'on étudie et qu'on mesure, etc. Mais on a encore du mal à les placer dans un modèle théorique qui puisse. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est un domaine assez récent, comme disait Pascal. Genre jusqu'à 2010, on n'était même pas d'accord si c'était des artefacts ou pas. Et aujourd'hui, on a avancé, mais on a encore du mal à les placer dans ces liens dans un cadre qui peut nous donner ces liens de causalité, etc. Donc, une fois qu'on a trouvé ces corrélations, on ne sait pas encore trop quoi en faire. Et c'est pour ça que l'éducation à l'esprit critique reste un challenge très difficile. C'est-à-dire, on a essayé d'apprendre aux gens leurs biais, et derrière, il n'y a pas une grande transférabilité. Donc, je peux apprendre à quelqu'un ses biais sur le sujet des bouteilles d'eau, mais après, ça ne semble pas se transférer sur le sujet des gels hydroalcooliques, parce qu'il y a aussi d'autres. C'est un peu contre-intuitif, ça. On se dit, mais si on me donne des clés et si j'apprends à me déconstruire sur ça, pourquoi je ne pourrais pas le
le répliquer? Parce que dans ces piliers de l'éducation à l'esprit critique, par exemple, il y a d'autres facteurs. Il y a par exemple la réflexivité, ce qu'on appelle le contrôle métacognitif, donc savoir évaluer mes propres pensées. Il y a ce qu'on appelle la bonne compréhension épistémique d'un sujet. Donc par exemple, si je veux réfléchir de manière critique à, je sais pas, à la physique quantique, bah, j'ai besoin de faire 10 ans de physique quantique. Et juste connaître les pieds ne me permet pas. Il y a un exemple que je donne dans mes conférences, je peux vous le dire, peut-être ça peut amuser. Genre, l'histoire va comme ça. Je suis en train de faire un camp dans un endroit très loin et je sors de ma tente et je marche 1 kilomètre vers l'est, 1 kilomètre vers le sud, 1 kilomètre vers l'est, vers le sud et puis vers le nord. Et je me retrouve devant ma tente à nouveau et il y a un ours. Et de quelle couleur est cet ours? Est-ce que quelqu'un a la réponse de quelle couleur est l'ours que j'ai trouvé? Et il y a une façon de le faire, certaines personnes le connaissent, j'entends quelqu'un, et l'ours il est blanc, parce que le seul endroit sur le globe où si vous faites 1 kilomètre, 1 kilomètre, 1 kilomètre, vous retrouvez où vous êtes, c'est au pôle Nord. Et pour pouvoir répondre à cette devinette, si vous connaissez tous les biais qui existent, ça ne vous sert à rien, il faut avoir une bonne connaissance épistémique de comment fonctionne la géographie. Et du coup, c'est compliqué. Pas mal. Pascal. Oui, je dirais que la recherche devra nous montrer, parce que ce sera sans doute testable, hein. Est-ce que c'est des dispositions du fonctionnement du cerveau lui-même? Il y a des gens, je crois, en neurosciences qui sont en train de regarder si ces biais sont vraiment inscrits, parce qu'une hypothèse, ce serait qui viennent de l'évolution, hein, que c'était des moyens de pensée rapides qui ont permis de nous sauver la vie, enfin, à nos ancêtres, et qui font qu'on... Prise de décision Voilà. rapide dans un environnement incertain et complexe. Voilà, mais on pourrait imaginer que certains biais de confirmation, ils sont appris, ou ils sont, voilà, hein, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément inné, donc effectivement, c'est ça qui sera, je pense, intéressant. Et comme disait Albert, c'est vrai que ça peut être aussi des conséquences de l'idéologie. Il y a la cognition motivée, donc là, c'est plus le biais qui nous influence, mais c'est nous qui allons dans un sens et qui activement recherchons des informations biaisées quelque part. Donc voilà, il y a plein d'éléments intéressants dans ces recherches. Et vous êtes forcément humble, vous disiez que c'est une discipline qui a énormément évolué en 10 ans déjà, enfin, si c'est 2010, et vous avez en 10 ans déjà, et 10 ans seulement, eu des confirmations d'hypothèses qui ont été avérées. En fait, le problème, c'est qu'en 10 ans, il y a des trucs qui sont avérés, des trucs qui sont réfutés, puis en fait, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, pour une raison très simple, c'est que c'est difficile. Je pense qu'on ne le dit pas assez, que la recherche sur la cognition humaine est très très difficile. Il y a même des chercheurs qui pensent qu'on ne va pas encore pouvoir avancer parce que la nature même du sujet qu'on étudie, par exemple, un de mes chercheurs préférés s'appelle Stan Klein. Stan Klein travaille sur le self, la notion de l'émergence de la conscience. Et lui, il a fait carrément un appel pour expliquer que nos outils, en fait, parce que la conscience a un problème phénoménologique. Par exemple, la majorité des recherches IRM qu'on a, c'est des cerveaux dans un laboratoire. Par exemple, on n'a quasiment aucune information sur qu'est-ce qui se passe dans un cerveau quand il n'est pas allongé dans un IRM. Et du coup, il y a des limitations aussi méthodologiques qui font qu'il y a des sujets où nos outils, en tout cas pour des gens comme Stan Klein, nos outils ne sont pas encore suffisants pour qu'on puisse vraiment avancer de manière aussi solide qu'on voudrait. Donc on se trompe, puis on corrige, puis on se retrompe, puis on recorrige, etc. Et on avance un peu par tâtonnement parce que la nature du sujet est encore très difficile. Quand on a commencé les neurosciences, on se disait que ce qui allait être très compliqué, c'est comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne bouger une main, etc. Et ça, au final, on a découvert que c'était assez simple à comprendre. Et ce qui est beaucoup plus compliqué, ça, c'est un philosophe qui s'appelle David Chalmers qui en parle, ça s'appelle le problème difficile de la conscience. C'est qu'est-ce qui se passe dans un cerveau quand je suis ému face à un coucher du soleil. Et ça, c'est infiniment plus compliqué parce que c'est ce qu'on appelle une expérience phénoménologique. Et puis, il y a plein de courants. Ça veut dire qu'il nous faut des IRM portatifs pour on porter le cerveau devant. C'est un vrai sujet politique parce que, par exemple, maintenant, il y a des casques EEG dans le commerce que vous pouvez acheter. Et par exemple, et là, on dévie complètement, mais j'ai cette fâcheuse tendance à faire des tangentes. Il y a toute la question de à qui appartiennent ces données. Est-ce qu'on va avoir des données qui sont privées alors que la science est supposée être ouverte? Les premières mesures EEG d'un casque de musique qui a 3 capteurs un peu pourris d'électrodes sèches, qui va les contrôler, etc. Et cette difficulté inhérente au sujet est encore rendue plus complexe parce qu'il y a encore les idéologies dont parlait Pascal. Il y a des personnes qui sont cognitivistes et dans le cognitivisme, il y a différents courants. Il y a des personnes comme par exemple un chercheur qui s'appelle Varela, qui vivait à Paris et qui est mort dans les années 90 malheureusement, mais qui a donné tout un pan de recherche qui s'appelle la cognition incarnée, que notre cognition n'est pas juste dans notre cerveau, que notre cognition est incarnée dans notre corps. Par exemple, si j'ai mal au genou, ça influence mes biais, mes raisonnements, et mon corps est incarné dans un sujet, dans un contexte social et économique, donc que la production de la connaissance est toujours dépendante de l'ère à laquelle elle est produite, et donc Varela aujourd'hui c'est descendants intellectuels comme Fuchs, comme des gens comme ça. Il y a un livre. Mais ça va tellement vite que c'est considéré comme caduque aujourd'hui, ces
ces recherches? Ah non, pas du tout. Genre Fuchs, il vient de publier un livre qui s'appelle Ecology of the Mind sur toutes ces problématiques est-ce qu'on va pouvoir avancer sur ces connaissances tant qu'on considère que la cognition est juste dans le cerveau et que le cerveau n'est pas une sorte de centre d'intégration de l'information qui émane de nos sens et des autres. Donc il y a aussi tout ce qui est l'altérité, la cognition sociale. Votre présence impacte ma cognition. Si j'étais en train de parler de la même chose Malheureusement, oui. avec Pascal et Charlotte seul, ce serait pas la même chose. Et du coup, c'est difficile. Et je pense qu'on ne dit pas assez que c'est très très difficile. Et c'est pas juste avoir des résultats avec un P inférieur à 0,05 pour se dire chouette, ça marche. Et après, Vous êtes tous humbles dans vos labos et on vous en demande toujours plus, en vous donnant plus je sais d'explications. pas si on est tous humbles, mais Non, Pascal me la disait- réalité est difficile. On le devient parce que justement, en tant que scientifique, de toute façon, on le devient assez vite parce qu'on était tellement vite rejeté et critiqué et démoli quand on essaye Reviewer 2. voilà, par le reviewer, quand on soumet un article, que voilà, on est de toute façon. Mais alors vous avez le super biais, vous voyez des biais partout. Et comment vous faites pour vous défaire de ce biais? Ah, moi, j'ai autant de biais que n'importe quelle personne dans la salle. Hein. Non, plus. Probablement. Parce que vous- non, je plaisante. Mais vous en avez conscience. Alors comment ça vient inférer avec votre raisonnement? J'ai la même qualité de raisonnement. La seule différence, c'est peut-être que j'ai un meilleur raisonnement sur les sujets que j'étudie parce que j'ai passé 20 ans à les étudier. Mais j'ai autant de biais qu'une personne dès qu'on sort de mon champ de compétences. Alors Et- l'effet de... Pardon. Et la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on peut, dans l'hypothèse des systèmes de pensée, système 1, système 2, que peut-être vous connaissez, ça a été popularisé par Kahneman, mais aussi par Evans et Stanovic, dont je parlais avant. Donc là, l'idée, c'est que le système 1 intuitif fonctionne de toute façon par défaut, parce qu'il est justement moins coûteux, plus rapide. Et il y aurait l'hypothèse de l'inhibition, hein, ou de override, comme on dit en anglais, donc le fait que le système 2 peut contredire. C'est-à-dire on a la réponse intuitive qui peut venir, mais après on peut apprendre à ne pas se fier à ses premières intuitions et se dire bon, il me faut plus de preuves pour... Alors ça c'est très séduisant, mais comment on le prouve donc? Ça, par des études scientifiques où on peut mesurer cette pensée analytique ou cette pensée de type intuitive, et on peut regarder justement si les gens... après on fait l'hypothèse que ceux qui sont plus analytiques ont eu la réponse intuitive par défaut et qu'ils l'ont contrôlée ou inhibée. Mais il y a des travaux de Olivier Houdet en France qui justement lui parle de cette inhibition, hein, comme un système même numéro 3 pour essayer de dire qu'effectivement ce qu'il faut c'est inhiber notre cerveau, il est autant en train d'inhiber certaines réponses qui arrivent que d'activer d'autres régions. Eh ben, alors je parlais de cet effet de voir des biais partout chez les autres, justement Charlotte. Ça pose des soucis dans l'éducation à l'esprit critique, j'imagine. Ouais, alors là, je me base beaucoup plus sur des observations personnelles. Là, je suis obligée de le dire parce que c'est pas des choses qui sont. J'adore comme vous êtes tous publiées. hyper prudents les scientifiques. Vous aussi, bon, c'est bon. Nous, on s'en Ouais. fout de ça. Enfin, je Non, plaisante. Nous, on n'est pas scientifiques, donc on irait directement à la conclusion. Non, mais bon, je pense justement, c'est aussi important de dire d'où on part et Non, bien quelle sûr, est la bien sûr. validité de ce qu'on est en train d'affirmer, surtout quand il y a autant de personnes qui nous écoutent. Où oui, il peut y avoir cette tendance, justement, qui est un peu dans le titre de la table ronde, de la chasse au biais, à essayer de voir le biais chez les autres. Mais ce qui est très complexe, c'est que justement, ce à quoi on a accès, ça peut être un comportement, ça va être un discours, mais on n'a pas accès directement au raisonnement de la personne, à moins que la personne soit honnête avec nous et nous explique son raisonnement. Parce que justement, si on dit que... Elle-même, elle peut avoir un biais, hein, en pensant être honnête, mais Oui, elle va peut-être vous donner des réponses qu'elle pense être les bonnes réponses. Non, je fais exprès, Albert, mais qu'est-ce que je veux dire? Non, mais on peut peut-être complaire par rapport à la personne qui interroge, et on dit, je vais donner des réponses qui vont aller dans le sens de la conclusion. Alors dans c'est marrant laquelle parce elle va. qu'en sciences sociales, on a un biais qui est pas, c'est pas un biais cognitif, là c'est plutôt un biais dans la recherche qu'on appelle le biais de désirabilité sociale, justement, qui est cette tendance à donner la réponse qu'on pense être désirable socialement. Donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment étudier quand on fait notamment des On va tous être les questionnaires, cool kids qui etc. répondent bien. Voilà. Donc bon, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Et du coup, quand on se retrouve à faire cette chasse au biais, en fait, ça peut être très vite utilisé, j'ai l'impression, comme une sorte d'outil rhétorique pour coincer la personne et pour la disqualifier. En fait, quand on va être dans un discours où on est un peu en désaccord avec la personne, d'aller par exemple lui dire oui, mais en fait là, tu es dans ton biais de contradiction, dans ton biais de confirmation. Et de dire bah oui, mais en fait, si c'est une déviation, une tendance à toujours aller dans le même sens, à avoir une déviation un peu systématique, on ne peut pas le voir sur un seul exemple, normalement, un biais. Donc c'est assez embêtant et ça va être des fois utilisé un peu comme ça juste pour coincer l'autre en disant mais moi je connais les biais, paf, je te le dis. Et alors qu'en plus, quand bien même la personne serait dans une forme de biais de confirmation, ça ne veut pas dire que la thèse qu'elle est en train de défendre dans son Ça invaliderait argumentation pas forcément sa est thèse. fausse. Ouais. Voilà. Donc ça peut être un peu un
un problème et qui en plus peut nuire vachement au dialogue. Puisque comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans une argumentation en groupe, certains biais peuvent être intéressants. Et ça, pour le coup, là, c'est un résultat de recherche qui est assez constant dans les recherches sur l'éducation à l'esprit critique. C'est que l'argumentation en petits groupes est l'un des meilleurs moyens de développer l'esprit critique des personnes. Donc, alors, il faut que ce soit un type d'argumentation particulier, qui est une argumentation qui est collaborative, où on est dans un type d'argumentation où on essaye collectivement d'essayer de... Pas avoir peur du jugement de l'autre. C'est ça, mais surtout d'avoir... Enfin, déjà, il faut qu'il y ait cette confiance, en fait, cette confiance dans les autres, cette confiance de pouvoir s'exprimer, parce que si on est dans un groupe où il y a beaucoup de confrontations et où, par exemple, il y a des enjeux de statut social, on va peut-être pas forcément oser développer sa pensée. Et inversement, on va peut-être des fois essayer de coincer l'autre juste pour le clash, ce genre de choses. Donc c'est pas du tout utile pour l'esprit critique normalement. En tout cas, pour essayer de le développer, c'est pas par là que ça marche. Par contre, si on se met d'accord dans l'idée que bon, en fait, on va essayer de réfléchir ensemble sur un sujet, on va essayer de confronter nos arguments, on va essayer de faire attention aux données qu'on utilise, à leur fiabilité, etc. Là, on avance beaucoup mieux dans le développement de l'esprit critique. Un peu à tout âge d'ailleurs. Donc un bel outil, mais à utiliser dans des circonstances particulières pour qu'il soit optimisé en fonction des interactions du groupe dans lequel on le met en place. Enfin, il y a plein de conditions. Ah oui, il y a toujours plein de conditions. C'est ça qui est très complexe, c'est qu'en fait, c'est jamais une compétence universelle qu'on peut utiliser dans toutes les situations. Et d'ailleurs, même les biais, là, on est en train de dire les biais, mais en fait, il y a des taxonomies de biais où il y en a plein de biais différents. Et moi, je trouve que ça pose toujours la question de quel biais on parle, dans quel contexte, avec qui. Quand on est dans l'idée de vouloir enseigner les biais, c'est pourquoi on enseigne à telle personne à tel moment. Albert ou Pascal, ça vous semble être un champ d'application intéressant, ce qu'on décrit par rapport à l'esprit critique, d'utiliser dans ce cadre-là? Oui, alors effectivement, en psychologie, il y a des études sur la résolution en groupe de tâches. Et effectivement, mais ça, là, c'est pas toujours, les résultats ne sont pas toujours encourageants, c'est-à-dire ça dépend beaucoup de la tâche elle-même. Parfois, quand la réponse est évidente de faire travailler en groupe, une des personnes du groupe peut trouver la bonne réponse et tout le monde est convaincu, donc ça peut améliorer le raisonnement. Mais il y a d'autres phénomènes en psychologie sociale où justement la polarisation collective, par exemple, où là, ça peut être une fausse réponse qui est prise par l'ensemble du groupe et qui est plus forte encore que les biais individuels. Donc des fois, le groupe peut aussi aller dans le mauvais sens. Donc effectivement, il faut oui, il y a une autre tendance qui est encore plus qui efface. C'est toute la question en fait de comment on structure le groupe et avoir assez de personnes qui ont des visions un peu diverses dans le groupe. Donc c'est pas juste automatique de on prend un groupe de personnes, on les fait discuter et puis c'est bon, ça fait l'esprit critique, quoi. Mais dans le prérequis de se dire c'est sur l'esprit critique, il y a peut-être le groupe qui va quand même aller dans ce sens. C'est peut-être des gens qui sont plus à même d'essayer de comprendre, de s'écouter, de travailler ensemble. Ouais, mais là, du coup, on revient sur l'échelle individuelle. C'est aussi ça toute la question de est-ce que on essaye de faire preuve d'esprit critique ensemble? Est-ce que le but c'est de développer l'esprit critique à l'échelle individuelle? Vous avez raison. Mais justement, comme vous le dites, c'est intéressant sur cette question des attitudes parce que c'est en général quand on essaye de comprendre ce que c'est que faire preuve de pensée critique, on va identifier un ensemble de compétences, mais aussi un ensemble d'attitudes qui sont nécessaires pour pouvoir faire preuve d'esprit critique. Parce qu'on pourrait avoir un ensemble de compétences très intéressantes pour, par exemple, évaluer des arguments, être capable de soi-même produire une argumentation qui est valide, etc. Mais en fait, si on n'est pas prêt à changer d'avis, par exemple, ça c'est fait partie plutôt des attitudes, des dispositions, si on n'est pas prêt à faire preuve d'un minimum d'humilité intellectuelle, si on n'est pas, si on n'est pas curieux, si on n'a pas envie de s'informer sur le sujet, et ben dans tous les cas, on ne va pas beaucoup avancer. En fait, ce ne serait pas encore les prérequis de l'esprit critique, ça? On considère que ça fait partie quand même des choses qui sont à développer parce que c'est pas un prérequis, ça en fait partie. On considère que ça en fait partie parce que si on a juste les compétences sans les attitudes, est-ce qu'on est vraiment critique? On va surtout on peut avoir tendance à les utiliser seulement quand ça nous arrange. Albert, vous avez noté un truc en loose day sur AutoIPad, c'était quoi? C'était qu'on parle depuis tout à l'heure des biais cognitifs, mais on oublie qu'il y a d'autres biais, par exemple les biais attentionnels, les biais perceptifs. C'est parce que c'était dans le titre. Hein, oui, ouais. Mais c'était juste une note comme pour vous avez me rappeler. Digressé, mais allons-y sur ces autres biais, allons-y, c'est intéressant. C'est juste pour expliquer qu'en fait, on revient à cette notion de je m'informe avec mes sens. Et déjà, mon attention est limitée, ma mémoire n'est pas parfaite, du coup, ça va impacter ma cognition, donc même l'acquisition d'informations. C'est pour ça qu'on retrouve tout ça, pour tomber sur un truc qui n'a rien à voir, parce que c'est pour ça qu'on retrouve des biais, par exemple, dans l'intelligence artificielle.
Genre, ça, il y a une intelligence artificielle qui vient de parler. Vérifiez votre Voilà, qui connexion vérifie mon truc, il me dit, ouais, c'est vrai. Parce neuronale. que les biais, on les retrouve alors même dans des trucs où il n'y a pas un cerveau, parce que, par exemple, dans les intelligences artificielles, on retrouve les biais à partir de deux raisons principales, soit dans la qualité des données qu'on fait rentrer dans l'algorithme, soit dans le design de l'algorithme. Et je déteste la métaphore entre le cerveau et la machine, parce que il n'est pas bon, mais quelque part, on a aussi des biais, pas juste dans notre cognition, mais aussi dans notre attention, dans notre mémoire, dans notre perception. C'est pour ça que très souvent, si vous allez sur YouTube regarder des conférences sur les biais cognitifs, y inclut les miennes aussi, vous allez voir souvent des illusions d'optique. Les gens se disent pourquoi est-ce qu'ils nous montrent des illusions d'optique? Parce qu'on utilise parfois les biais perceptifs pour faire le saut entre la perception et la cognition. Du coup, ces biais sont encore une fois peut-être potentiellement une propriété du fonctionnement de notre cerveau, et c'est pour ça que quand on parle de biais cognitifs et de raisonnement critique, on va toujours tout le temps les contextualiser. Sur quoi est-ce qu'on est en train d'étudier? Par exemple, Charlotte et Pascal parlaient des biais de groupe, mais par exemple, une chercheuse qui s'appelle Marwa El-Zain, qui travaille sur la prise de décision collective, montre par exemple le groupe peut être par exemple utile quand on est en train de réfléchir à un sujet où il y a une réponse. Par exemple, ça c'est une recherche qui a été faite dans une conférence TED par Joachim Navahas, qui est dans la même équipe de Marwa, qui était à Londres, et où il a posé des questions où il y a une bonne réponse. Donc déjà, qu'il y ait une bonne réponse, c'est un sujet très particulier. Par exemple, quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien de buts ont été marqués au quart de finaux de la Coupe du Monde de 1994, etc. Et il a essayé de voir si chacun répondait sur son téléphone seul et on fait la moyenne, versus si on divise dans des petits groupes de 4-5 personnes et puis on fait la moyenne de ces réponses, versus si on prend une comme si c'est une réponse unique. Mais il a montré que quand il y a par exemple des sujets où les personnes n'ont pas un préavis très fort, donc on n'est pas en train de demander sur des questions socio-scientifiques, et etc., que des petits groupes fonctionnent mieux que d'autres. Alors que dans d'autres expériences, comme disait Pascal, si c'est des sujets où il y a une motivation intrinsèque d'avoir raison, ben on peut retomber dans des biais sociaux ou les biais de désirabilité sociale. Par exemple, une expérience très connue en psychosocial, c'est l'expérience de la conformité de H, où des personnes ne font pas confiance à leurs yeux. Il faut juste choisir quelle barre est égale à la barre cible, et les personnes vont se calquer sur ce que les autres disent. Donc on appelle ça la conformité normative, qui est très mauvaise, parce qu'on va ne pas raisonner critiquement pour suivre l'effet du groupe, mais on a découvert après qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle la conformité informationnelle. C'est quand je réalise qu'en fait Charlotte et Pascal ont de meilleures connaissances que moi en sciences de l'éducation et en psychosocial, et donc j'ai tout l'avantage d'être un mouton et de les suivre et de ne pas me faire confiance à moi-même. Et donc il y a toute cette dimension sociale de l'esprit critique. Quand est-ce que je dois raisonner par moi-même et quand est-ce que je dois me dire en fait je suis un peu pourri et je devrais suivre les autres. Et ça c'est compliqué parce que ça ressort de ces compétences, de ces attitudes dont parlait Charlotte et de ces effets de groupe qui peuvent polluer ou être utiles dont parlait Pascal. Vous évoquiez tout à l'heure l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas quelque part rassurant de voir, quelle que soit l'origine des biais, que ça copie finalement, que ça se voit que ça a été mis en place par un humain parce que c'est biaisé, parce qu'il y a des a priori, parce qu'il y a des... Enfin, rassurant non, parce qu'on sait que ça reste rassurant, sauf si vous êtes du côté récepteur de la discrimination oui, à partir d'un algorithme. Oui, dans ce cas-là, c'est pas du tout rassurant parce qu'on vous dit c'est la machine est neutre, elle est neutre, elle est objective et la machine dit que vous pouvez pas être bon, alors qu'au final elle est discriminatoire parce que je sais pas un exemple de biais d'algorithme où Parcoursup. L'algorithme. Non, je plaisante. Peut-être, je connais pas l'algorithme Parcoursup, mais par exemple où la machine était raciste, c'est une machine qui voulait elle redessine votre visage du style de la Renaissance, ou je sais pas quelle époque. Ça marche pas avec les visages. Non, ça vous transforme en blanc. Genre vous mettez Barack Obama, et il ressort blanc. Parce que les tableaux qu'ils avaient mis dans la machine, c'est des tableaux de personnes blanches, tout simplement. Pascal, une réflexion sur l'IA et les biais? Non, peut-être moi. Merci Pascal. Donc Charlotte, allez-y. Non, par contre, je pense à une chose sur les. On n'a pas parlé, on parle d'esprit critique, mais il y a aussi, on parle de science ici, puisqu'on a. Et effectivement, les biais cognitifs ont aussi cet intérêt par rapport à l'histoire des sciences. Il y a un philosophe des sciences que j'aime bien, c'est Gaston Bachelard, qui est français d'ailleurs, et qui a fait ce livre, La formation de l'esprit scientifique, et dans lequel il décrit des obstacles épistémologiques que les savants ont eus
dans l'histoire, puis ça ressemble beaucoup à des biais cognitifs, c'est-à-dire un attrait pour la substance, pour ce qui est caché, occulte. Et donc ça, c'est intéressant de montrer, comme disait Albert, tout le monde a ces biais cognitifs ou aurait ces manières de penser qui sont fausses. Et voilà, on doit faire des efforts, et les scientifiques aussi font des efforts pour les mettre de côté, parce que finalement, non seulement les scientifiques eux-mêmes, mais le système social de la science qui fait que vos croyances sont évaluées par les données, mais sont évaluées aussi par les pairs, par les autres, font que vous allez peut-être pouvoir abandonner vos fausses croyances. On donne toujours l'exemple de Newton qui était alchimiste. On n'a pas gardé son alchimie dans l'histoire des sciences, mais on a gardé sa théorie de la gravitation pendant des siècles. Donc là aussi, ça montre que... Alors quel autre processus est à l'œuvre pour être capable de remettre en question ses croyances profondes? On a eu tout à l'heure Sohan qui témoignait, qui était une naturopathe repentie. Vous imaginez tout le cheminement intellectuel, ou même penser contre soi, ou même de ce qui se trame à l'intérieur de notre cerveau, comme vous dites, pour aller contre ça et se revaloriser, se remettre au centre de quelque chose, alors qu'on va fouler aux pieds ses croyances. C'est quand même... Ah oui, alors ça, pour les scientifiques, il y a justement les données, c'est-à-dire on peut toujours réinterpréter les données avec des hypothèses auxiliaires ad hoc, on peut toujours défendre, faire un biais de confirmation sur sa théorie parce qu'on a travaillé toute sa vie là-dessus, c'est notre nom, c'est notre nom, la théorie porte notre nom. Donc là, on peut faire des forts biais de confirmation, mais dans ce cas, les autres chercheurs ou chercheuses vont dire non, ça joue pas, et eux vont, et finalement la personne va mourir et sa théorie avec lui ou elle. Donc voilà, on a un système là qui fait qui combat un peu ces biais, mais c'est un peu sans autre exemple dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant. C'est là où on revient à cette dimension sociale de l'esprit critique, c'est-à-dire, quelque part, on a un peu un rôle d'être le garde-fou les uns des autres. Parce que si c'était juste une question de méthodologie, on n'aurait pas besoin d'évaluation par les pairs. Genre, j'ai un P inférieur à 0,01 ou 0,05, ou où est-ce qu'on veut mettre le seuil de significativité, et c'est bon, c'est en or, et bim, genre, c'est les preuves, et personne... Mais on a cette évaluation par les pairs. On est sauvé par la méthode scientifique. On est sauvé par les autres. Parce que si c'était juste la méthode scientifique, on n'aurait pas besoin d'évaluation par les pairs. Genre, je mets un truc dans la méthode scientifique et j'ai les résultats, et s'ils sont bons, ils sont vrais. Mais on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est pour ça qu'on a une évaluation par les pairs. Ça commence par 2 ou 3 reviewers pour pouvoir publier, et après, c'est la meute qui est lâchée. Et justement, justement, les reviewers, c'est de la pratique scientifique, mais c'est pas de la méthode. Des fois, il y a aussi, je trouve, des fois, un mélange sur pratique scientifique, les procédures qui sont mises en place dans le milieu scientifique, et les questions des méthodes qui sont mises en place. Justement, d'un autre côté, maîtriser les méthodes d'un champ, c'est aussi une partie, un moyen un petit peu de contrôler certains biais, et c'est pour ça qu'on a développé aussi certaines méthodes, et que dans certains domaines, on n'est pas forcément obligé de connaître tous les biais cognitifs ou tous les biais qui sont possibles, puisque si... en fait, juste en appliquant certaines méthodes sans forcément comprendre leur bien fondé, mais parce qu'on fait confiance aux personnes qui les ont développées. Moi, je me dis, quand on fait des tests statistiques, je fais confiance aux mathématiciens qui ont expliqué que c'était tel test statistique qu'il fallait faire quand on avait tel type de variable. Je ne maîtrise pas totalement les mathématiques derrière et le pourquoi du commun, mais je me dis, ça a été assez validé pour qu'on puisse le réutiliser derrière. Très bien, j'ai envie qu'on profite quand même de la présence de ces 3 esprits brillants pour vous donner la parole. Vous allez avoir de meilleures idées de questions. On a du temps devant nous. Et donc, comme je vois qu'il y a pas mal de monde, voilà, on va commencer. Les mains se lèvent. Je vais vous apporter un micro. On commence avec vous, jeune homme, sur Ripoll. Et ensuite... Oui, je pense que Albert Mokabir était un peu excessivement modeste quand il disait qu'il était victime des biais comme les personnes qui étaient dans la salle. Parce qu'en réalité, c'est sûr qu'en travaillant sur les biais, on n'est pas épargné pour des domaines pour lesquels on a une charge émotionnelle très grande. Mais malgré tout, il y a des tas d'expériences qui ont montré que, à force de travailler sur ces habiletés cognitives qui permettent de résister à certains biais, il y avait un effet quand même assez transversal. Alors, qui ne s'étend pas à tout, bien sûr, parce qu'il y a toujours des registres dans lesquels vous restez un connard dans plein d'aspects. On peut pas. Mais quand même, il faut être un tout petit peu optimiste et dire qu'à force d'y travailler, on développe quand même quelques habiletés cognitives qui peuvent être utiles. Et j'avais juste une autre question, puisqu'on est à la veille d'élection, et vous ne l'avez pas du tout évoqué. Je trouve que ça aurait été bien d'évoquer le rapport qu'il y a entre biais cognitifs et autres, et décisions politiques, notamment au moment de mettre son bulletin dans l'urne. Alors pour la première question,
Je pense en fait que ce que vous êtes en train de décrire, c'est pas avoir moins de biais, c'est peut-être avoir une meilleure métacognition, qui est un autre pilier. Mais pour avoir une meilleure métacognition, il faut déjà, c'est un peu, on revient à ces boucles, on appelle ça des boucles de rétrocontrôle, c'est-à-dire je suis sûr que sur certains sujets, comme n'importe quelle personne dans la salle, j'ai un raisonnement hyper motivé. Je sais pas, je suis prêt je serais hyper biaisé si vous êtes en train de débattre avec moi, je sais pas, sur quel est le meilleur jeu vidéo. Et je vais avoir littéralement pas de raisonnement critique sur le sujet, parce que c'est un sujet qui me touche. Et du coup, on a tous ces sujets où on a besoin de quelqu'un qui soit notre garde-fou. En fait, le problème, c'est que je pense pas, en tout cas basé sur les connaissances que j'ai sur la littérature, etc., que le raisonnement critique peut être une affaire d'individus. Je pense pas qu'il y a des individus qui sont des sortes de super raisonneurs critiques. Et on le voit, on a vu il y a plein de biais, comme le biais de ceux qui gagnent le prix Nobel, qui après vrillent parce que ça les casse. Quelque part, je sais pas, quelque chose va mal et du coup ils ont une sorte de surarrogance. Et peut-être pour ça que j'en ai peur, mais je pense que prétendre quelqu'un qui veut venir prétendre qu'il est devenu une sorte de raisonneur critique sur plein de sujets, j'appelle ça les tautologues. Je pense que c'est là où, en fait, j'ai une citation que j'aime beaucoup, qui est genre une des idées les plus dangereuses qu'on pourrait avoir, c'est de se dire si tout le monde pensait comme moi, le monde serait meilleur. Genre si tout le monde avait les mêmes compétences de raisonnement critique que moi, la société s'en porterait mieux. Et je pense vraiment que c'est pas le cas, parce qu'il y a ces valeurs, parce qu'il y a... Ça veut pas dire que je suis pessimiste ou qu'il n'y a pas d'espoir. Évidemment que l'éducation à ces compétences, à ces attitudes dont parlait Pascal, dont parlait Charlotte, peuvent nous aider sur plein de sujets, ne serait-ce qu'à en gagner en humilité, à suspendre son jugement, à développer sa flexibilité mentale, etc. Mais il faut tout le temps se rappeler que je développe ma flexibilité mentale, je développe ma métacognition, etc. aussi en groupe. Et donc, il y a une dimension d'externalité. Et peut-être que là, je verse dans cette cognition incarnée dont je parlais avant, de Fuchs, de Varela, etc., que je ne réfléchis pas vraiment seul. Et donc, je n'ai pas une réponse tranchée sur cette question, parce que justement, c'est difficile et on ne sait pas encore. Mais je pense qu'on pourrait, par exemple, développer des attitudes de groupes sociaux, des attitudes, etc., qui pourraient nous protéger sur certains sujets. Mais vraiment, je n'essaie pas d'être particulièrement humble, etc., en disant que je pense profondément que j'ai autant de biais que n'importe quelle personne dans cette salle. Mais sur certains sujets que j'ai travaillé, où j'ai acquis une compréhension un peu épistémique, je peux peut-être être moins prône à certains pièges, parce que je vais écouter les autres et peut-être me conformer informationnellement plus facilement à d'autres. Sur les élections, je n'ai pas compris la question, je ne sais pas trop quoi dire. Peut-être quelqu'un d'autre que moi pour prendre la question des élections. Mais je voulais rebondir sur cette question aussi du raisonneur critique, parce que c'est quelque chose qui est énormément mis là pour le coup en avant dans la littérature sur l'esprit critique, qui est que c'est toujours lié au fait d'avoir des connaissances et aussi d'avoir une forme de développement conceptuel, de dire en fait que quand on n'a pas les notions nécessaires, quand on n'a pas une compréhension nécessaire d'un sujet, en fait on ne peut pas faire preuve d'esprit critique dessus, de la même manière qu'en fait on ne peut pas développer... Enfin, c'est extrêmement dur de développer des compétences générales. Par exemple, on peut dire argumenter. Oui, on le dit comme ça, comme si c'était une compétence, mais en fait, être capable d'argumenter sur un sujet, ça ne veut pas dire qu'on sera capable de bien argumenter sur un autre si on n'a pas les connaissances nécessaires, si on n'a pas les données. Et du coup, en général, une personne qui est experte et qui a étudié un domaine pendant des années sera toujours meilleure et aura un esprit plus critique dessus, même si elle n'a jamais étudié l'esprit critique, même si elle n'a jamais étudié les biais, que la personne qui connaît tous les biais cognitifs, qui connaît tous les arguments fallacieux, etc. Pascal, Alors, je dirais, pour répondre à la question sur la politique, oui, effectivement, hein, les biais cognitifs peuvent agir même dans les préférences politiques, mais après, il y a aussi une dimension évidemment motivée, idéologique. Hein, mais là, c'est plus du biais cognitif, c'est justement cette cognition motivée où l'idéologie dicte sa loi aux processus cognitifs qui sont tous en faveur de l'idéologie. Donc, mais sur l'aspect politique, par exemple, en Suisse, il y a cette fameuse statistique que le parti d'extrême droite nous ressort toujours, parce qu'en Suisse, on a les fameuses statistiques sur l'origine migratoire des délits. Et alors on nous dit il y a 20% d'étrangers en Suisse qui commettent 50% des délits. Donc ça, et c'est un chiffre, hein, Office fédéral de la statistique, donc c'est le chiffre, il est correct. Mais là, on voit ces biais cognitifs, c'est qu'on va se dire, alors ils sont plus violents que les autres. Hein, et l'erreur d'attribution interne, c'est de se dire c'est parce qu'ils sont violents pour des raisons culturelles ou même biologiques.
Et là, il faut justement faire marcher ce système 2, parce qu'en fait, il n'y a pas de lien entre l'origine ethnique et la délinquance, mais pour ça, il faut faire un raisonnement scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une autre variable qui est le statut social, c'est-à-dire que la population étrangère en Suisse, c'est des jeunes hommes qui sont de statut social faible, et ces 3 facteurs augmentent le risque de délinquance et de criminalité. Donc en fait, si on compare, parce que là, on est en train de comparer des jeunes étrangers hommes qui sont plutôt pauvres à des Suisses vieux et des femmes qui sont effectivement moins violentes. Donc en faisant le raisonnement total, en faisant un raisonnement mais statistique, on s'aperçoit que en fait, si on compare une population suisse d'hommes jeunes de bas statut social et à cette population-là, le taux de criminalité descend à 20%, ce qui est normal. Donc en fait, il n'y a pas de surreprésentation des étrangers dans la criminalité. Mais là, on voit bien que le raisonnement simple, l'heuristique ici, qui est de faire un lien tout de suite et de mal comprendre les chiffres, peut mener à des raisonnements politiques complètement faux. Et d'ailleurs, quand on entendait un Zemmour, c'est exactement ces arguments-là, c'est que les délinquants sont de telle ou telle nationalité, donc voilà, il faut les virer du pays. Alors, on va prendre une autre question. J'avais une réponse pour le meilleur jeu vidéo, c'est Elden Ring. Voilà, si vous voulez. Ça c'est un biais de récence. Oui, on est complètement d'accord. Allez-y. Tout d'abord, merci, c'était très intéressant. Moi, j'avoue, je serais curieux de voir une réponse à la question, mais concernant la communauté sceptique ou les vulgarisateurs en général. C'est-à-dire que la chasse au biais cognitif, du coup, j'ai l'impression que la conclusion, c'est que finalement, c'est pas très utile, en fait. C'est que c'est utile juste pour nous dans nos têtes. J'ai l'impression que c'est un peu votre conclusion en général. Déjà, il y a une première chose, c'est que des vidéos de vulgarisation, elles peuvent vous apprendre à ce que c'est qu'un biais. Elles peuvent essayer de vulgariser le contenu, mais ça ne peut pas nous apprendre à les repérer, parce que apprendre à les repérer, là, ça veut dire que c'est nous-mêmes, on doit s'entraîner à faire ça. Du coup, déjà, regarder des vidéos de vulgarisation ou lire des billets de blog, c'est pas ça qui permet de développer une compétence. Au mieux, ça nous permet d'avoir des informations et des notions. Du coup, il y a ça. Et effectivement, si le but, c'est vraiment de développer l'esprit critique, par rapport à ce qui fait consensus dans les domaines de l'éducation à l'esprit critique, c'est pas du tout la première entrée qu'on devrait prendre. En fait, je pense que c'est utile si on est en train d'essayer d'expliquer la cognition. Genre, on peut pas parler de la cognition sans parler des heuristiques et des biais, ça fait partie quand même. Si par exemple, quelqu'un fait une vidéo de vulgarisation sur la prise de décision, c'est important de savoir qu'une corrélation n'est pas une causalité, de connaître ses biais, etc. Si on est en train de parler de raisonnement critique, j'ai beaucoup aimé l'exemple qu'a donné Charlotte il y a quelques minutes, qu'une personne qui connaît pas du tout les biais, mais qui bosse, je sais pas, dans la mécanique automobile, sera arrangé, fixer votre voiture infiniment mieux que quelqu'un qui connaît tous les biais, mais qui ne s'y connaît pas en mécanique. Du coup, il y a cette notion il faut maîtriser un sujet pour pouvoir raisonner de manière critique. Après, je ne pense pas que ça veut dire que c'est inutile. Parce que moi, par exemple, je suis aussi psy, et en thérapie, j'explique les biais aux personnes qui viennent faire de la thérapie parce que je fais beaucoup de psychoéducation et c'est des biais qui vont être appliqués dans ma vie quotidienne. Par exemple, je sais pas, parce qu'il y a toute cette notion de réduction de l'ambiguïté à cause d'informations manquantes et la prise de décision incertaine, etc. Si quelqu'un, par exemple, est jaloux et appelle la personne avec qui elle est en couple, je donne tout le temps cet exemple parce que je trouve qu'il est facile à expliquer, et la personne ne répond pas, son cerveau va se dire la personne ne répond pas parce qu'elle te trompe, et là, comprendre les biais, avoir ces connaissances métacognitives peut m'aider à activer ce système 2 ou système 3 selon dans quel cadre on se situe pour dire en fait non, j'en suis pas sûr, je dois accepter l'incertitude, je ne sais pas pourquoi cette personne ne répond pas. Du coup, c'est très différent quand je suis en train d'apprendre les biais, par exemple, pour les appliquer à une sorte de ma vie quotidienne, dans mes relations sociales avec mes potes, dans ma relation de couple, si je suis déprimé, si je suis stressé, pour me dire, mon cerveau me dit tu vas rater ton examen parce que je suis stressé, de me dire non, ça c'est une projection sur le futur parce que j'ai un biais de catastrophisation, parce que je suis anxieux, etc. Donc ça dépend comment, mais que ce soit une sorte de métacompétence comme ça, genre je connais les biais et soudainement, du coup, je deviens un meilleur raisonneur critique, ce serait un peu simplificateur et surtout, on ne serait pas en train de se casser tellement la tête à savoir comment éduquer à l'esprit critique. Et moi, je dirais très utile, mais parmi d'autres outils, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, on a d'autres questions. J'arrive. Je fais du mentalisme. Jérémy, c'est ça? Oh putain, je suis bon. Incroyable. Oui, bonsoir, merci. Moi, j'ai une question vraiment d'épistémologue donc, qui tourne autour de l'épistémologie de vos disciplines. Parce qu'en fait, dans l'histoire des sciences, en fait, je reviens sur ce que Albert disait notamment, que c'est difficile
de tirer des conclusions, etc. Alors qu'il y a une quantité énorme de données empiriques et d'expériences, etc. Et en fait, est-ce que, c'est une question vraiment à laquelle j'ai pas de réponse justement, c'est pour ça que je vous la pose, c'est une vraie question, est-ce qu'en fait il manquerait pas un aspect théorique derrière, une théorie plus solide? Parce qu'en fait dans l'histoire des sciences, on voit souvent qu'il y a une sorte de mouvement un peu de balancier entre tout à coup beaucoup d'expériences, beaucoup de faits, mais assez peu compréhension de comment ils sont reliés entre eux, de lequel est prime sur l'autre, etc. On peut penser aux naturalistes pré-darwiniens qui avaient énormément qui a énormément de faits, de constatations, d'observations, etc., mais qui ne comprenaient absolument pas comment tout ça se mettait l'un avec l'autre, et que justement la théorie de Darwin notamment a été énorme pour mettre du sens là-dedans. C'était pas forcément la prédictibilité directe qui était importante dans ce cas-là, c'était vraiment le mettre du sens et d'ordonner les phénomènes. Et on peut penser aussi à la mécanique quantique, enfin dans plein de moments. Il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de données, beaucoup d'expériences nouvelles, beaucoup de choses comme ça, on comprenait rien parce que en fait après il y a une théorie qui est venue. Et la puissance, enfin la qualité épistémologique d'une théorie, c'est pas, comme on le pense souvent, juste de faire des prédictions qui sont efficaces ou qui sont effectivement observées. C'est aussi de mettre de l'ordre et de rendre de manière très efficace un corpus de faits intelligible, quoi. Et du coup, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que dans l'histoire de vos disciplines, est-ce qu'on n'en serait pas là en fait? Est-ce qu'il manque pas une théorie un peu gaillarde derrière, quoi, s'il vous plaît? Genre vraiment merci pour cette question. Donc il y a un logiciel qu'on utilise pour organiser nos références bibliographiques et qui s'appelle Zotero. J'ai un dossier Zotero sur tous les articles qui sortent, qui font des appels pour un modèle théorique. En fait, on a un gros problème de manque de modèle théorique. On ne sait pas encore, parce que effectivement, la science, c'est pas juste des articles qui montrent des résultats. Il y a aussi comment est-ce que tout ça s'intègre les uns avec les autres. Du coup, par exemple, Pascal parlait de cet exemple ensuite sur les différents facteurs sociaux qui peuvent expliquer, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le poids de chaque facteur. Et il faut un modèle théorique pour expliquer les boucles de rétrocontrôle, de tout, comment marche ensemble, comment est-ce qu'un biais attentionnel va s'intégrer avec un biais cognitif qui va s'intégrer avec un raisonnement motivé, avec une idéologie, avec la croyance de mes parents, avec le lieu où je suis né, etc. Et par exemple, en psychologie, on a un gros problème de manque de cadre théorique. Et il y a plein d'articles, je pourrais, je sais pas, sur la vidéo de la conférence, vous mettre des références d'articles qui sont quasi littéralement des appels de est-ce qu'on peut se calmer sur les articles qui montrent des résultats de causes, de corrélation, etc. Est-ce qu'on peut plancher un peu plus sur le côté théorique? Mais on revient au problème, c'est que c'est vraiment difficile pour plein de raisons. Par exemple, on a essayé de faire ça un peu. Il y a eu quelques modèles qui essayent d'expliquer, par exemple, en dépression, les liens sérotoninergiques de la dépression. Et après, on a trouvé qu'il y avait des trous dedans, etc. On oublie que c'est un domaine récent. Il y a la nature du sujet, cette dimension phénoménologique dont je parlais. Et il y a le problème dont parlait Pascal en laboratoire. Donc, est-ce que c'est le design expérimental? Parce que comment on fait beaucoup de la science et on isole un facteur qu'on veut étudier, mais là on est en train de parler de milliers de facteurs et donc c'est un peu compliqué. Certains chercheurs considèrent que c'est une question de temps, qu'il faut comme un artisan, qu'on répète et qu'on isole un facteur et qu'on voit c'est quoi son poids, qu'on isole. D'autres chercheurs, comme je disais, Stan Klein pense que c'est pas possible, qu'on a un problème méthodologique. Et encore d'autres chercheurs comme Chalmers pensent que la nature du sujet fait qu'on ne va pas y arriver de sitôt à cause de cette dimension phénoménologique de par exemple la conscience, du libre arbitre, etc. Mais vous mettez le doigt sur pourquoi c'est difficile. En fait, pourquoi c'est difficile? Parce que c'est difficile de développer des théories et qu'on n'y est pas tout à fait encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des proto-théories, ça n'existe pas, etc. Mais il n'y a pas encore quelque chose qui s'est imposé comme un cadre où on peut se dire, ok, on peut tous se référer à ça et remplir le puzzle petit à petit. Ouais. Il y a aussi des domaines où il y a des théories, mais c'est vrai que c'est plutôt des modèles plus thématiques. Par exemple, sur la mémoire, il y a plusieurs théories qui s'affrontent et qui font des prédictions différentes. Donc, ils font même des études ensemble pour dire voilà ce que notre modèle prédit, voilà ce que l'autre modèle prédit, et ils regardent ce que font les données. Donc, non, il y a quand même, mais effectivement, c'est peut-être plus compliqué que l'extérieur de l'humanité où on faisait des modèles mathématiques de ce qui va se passer au niveau des planètes. Là, on est en train de regarder ce qui se passe dans des milliards de cellules et plus l'aspect social. Donc,
c'est ça qui est compliqué. Mais je dirais après, toute science est compliquée, hein, et surtout au début d'une science, c'est encore plus compliqué. Au début de la physique, on n'en était pas loin non plus. Donc voilà, on peut imaginer aussi qu'avec les neurosciences, on a aussi quelque chose d'intéressant, à savoir regarder justement dans le cerveau ce qui se passe. Ça ne va pas résoudre tous nos problèmes, mais ça va donner certaines indications sans doute. Et voilà, c'est vrai que... Et il y a même des sujets, genre pour ne pas être trop pessimiste, il y a aussi des sujets où on a bien avancé. Par exemple, les aires motrices, la motricité, etc. On les comprend relativement bien, je dirais. Mais là, on parle vraiment de la cognition, de la psychologie, de l'esprit un peu. Vu qu'on parle d'esprit critique, je pourrais utiliser ce mot. Et là, c'est un peu plus compliqué, mais... Parce qu'il y a aussi tout ce qui est les côtés biologiques. Donc parce que quand on dit neurosciences, il y a plusieurs niveaux. Il y a les neurosciences fondamentales, les neurosciences cognitives, les neurosciences computationnelles. Donc, par exemple, il y a le Human Connectome Project, le projet du connectome humain, qui essaye juste déjà de mapper toutes les afférences neuronales. Parce que si je veux dire, par exemple, je sais pas, que ma métacognition est en train d'inhiber mes émotions, je dis n'importe quoi juste pour l'expérience, il faut s'assurer qu'il y a des neurones qui vont de mon cortex préfrontal à mes systèmes limbiques, etc. Donc il faut aussi s'assurer du côté physiologique du truc, du substrat, comment est-ce que la conscience émerge, comment à partir d'une matière organique, il y a ces propriétés émergentes, est-ce que c'est la somme des différentes parties, et donc on touche là presque à la philosophie, le problème difficile de la conscience, ou pour ceux qui sont intéressés par ce côté d'expérience de pensée philosophique, il y a aussi la chambre de Marie, qui est aussi un autre truc assez connu. On va prendre d'autres questions, mais je ne vais pas détailler. Donc il y a tous ces sujets, ça en fait beaucoup, et on est encore au début. Donc même nos IRM, c'est des mesures indirectes, on mesure le niveau d'oxygénation des neurones, et donc on fait une inférence que plus d'oxygène, c'est que c'est cette zone qui s'active. Les activations IRM, c'est des soustractions entre deux états. On va prendre une dernière question, Merci. monsieur. Il y a du boulot. Ouais. Concernant les biais cognitifs, est-ce qu'on a pu observer des différences en fonction des pays, des cultures ou des langues et si oui, dans quelle mesure? Est-ce que c'est des différences importantes ou non? Alors, je peux parler de sujets que je connais. J'ai fait ma thèse sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale, et j'ai travaillé sur les biais attentionnels et cognitifs dans la phobie sociale. Et dans ce cas-là, par exemple, il y a absolument des différences. Genre, j'ai fait de eye tracking, j'ai étudié comment est-ce qu'on regarde un visage humain selon si on est phobique social ou pas, et comment on explore les visages humains. Et quand je faisais ma revue de la littérature, j'ai découvert que c'est très différent, par exemple, dans le monde dit occidental, que par exemple au Japon, où le contact oculaire direct va être très interprété différemment. Je pense aussi que ça dépend des sujets. Je ne sais pas si Pascal a... Moi, je dirais que vu que les croyances aussi sont assez répandues et sont assez similaires, on voit que le complotisme, il s'exporte très bien partout, y compris depuis les États-Unis. Bon, on parlait de QAnon ce matin, ça part dans tous les pays. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'invariant. Mais c'est vrai que je ne connais pas tellement d'études interculturelles où on a essayé de dire, bon, est-ce que ces biais se retrouvent partout ou pas. Les gens qui étudient l'interculturel regardent justement plutôt les spécificités de chaque culture. Donc, il y a plutôt cette cognition, ethnocognition ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de le savoir, effectivement. Mais vu les croyances paranormales, vu les croyances religieuses, on a quand même des invariants. Le fait de détecter des intentions humaines, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est partagé par toute l'humanité. C'est sûr que tout le monde a des biais, indépendamment de la culture. La question, c'est est-ce que c'est les mêmes biais sur les mêmes sujets? Par exemple, en phobie sociale, il semblerait que ce n'est pas les mêmes biais. Ils ont d'autres biais que nous. Je crois qu'on peut à nouveau applaudir nos invités. Bravo à vous. Merci. Merci.